Le samedi 9 mai 1987, Laurent Moreau quitte son appartement niçois vers 22 heures. Costume sombre, attaché-case en cuir, parfum discret. Il embrasse brièvement son épouse Sophie et lui dit simplement « Je ne serai pas long. Rendez-vous important. » La porte se referme. Ce sont ses derniers mots. 3 heures plus tard, sa Peugeot 505 grise est retrouvée stationnée rue de France, à quelques centaines de mètres de la promenade des Anglais. Portière verrouillée. Clé dans la poche intérieure de sa veste, restée sur le siège passager. Aucune trace de lutte, aucun signe d'effraction. Laurent Moreau a 37 ans. Il travaille comme cadre commercial dans une entreprise d'import-export installée à Nice depuis 15 ans. Marié depuis 12 ans. Père d'une fille de 8 ans, prénommée Émilie. Homme discret, routinier, sans histoire. Aucun ennemi connu, aucune dette, aucun problème apparent. Pourtant, ce soir-là, entre le moment où il quitte son domicile et celui où sa voiture est découverte vide, Laurent Moreau disparaît sans laisser la moindre explication. Pas de corps, pas de témoin fiable, pas de mobile évident. Juste une absence brutale, incompréhensible, définitive. L'affaire devient rapidement un mystère que la police de Nice ne parvient pas à résoudre. Les hypothèses se succèdent sans jamais tenir. Enlèvement, fugue, suicide, accident. Rien ne colle. Les enquêteurs interrogent un entourage, fouillent les relevés bancaires, analysent les derniers appels téléphoniques. Mais chaque piste s'effondre. En 1990, faute de nouveaux éléments, le dossier est classé. Sophie Moreau ne reverra jamais son mari. Émilie grandira sans savoir ce qui est arrivé à son père. Pendant 28 ans, le silence écrase cette famille, jusqu'à ce qu'un objet enfoui depuis des décennies refasse surface et trahisse enfin la vérité. Avant de continuer, j'aimerais savoir quelque chose. D'où nous regardez-vous en ce moment? Quelle est votre ville? Et surtout, quelle heure est-il chez vous? Laissez-moi un commentaire pour me le dire. Et si cette histoire vous intrigue déjà, pensez à vous abonner à la chaîne et à laisser un like pour soutenir ce travail de recherche et de narration. Chaque soutien compte pour continuer à vous raconter ces affaires oubliées, ces mystères enfouis, ces vérités trop longtemps ignorées. Merci à vous. Maintenant, revenons à notre histoire. Revenons à cette nuit de mai 1987, à Nice, et à l'homme qui n'est jamais rentré chez lui. Laurent Moreau est né à Marseille en 1950. Après des études commerciales, il s'installe à Nice au début des années 70. Il y rencontre Sophie Dubois, institutrice, qu'il épouse en 1975. Le couple s'installe dans un appartement du quartier de Cimier, calme, résidentiel, loin de l'agitation touristique. En 1979, naît leur fille unique, Émilie. La vie de Laurent semble suivre une trajectoire classique, stable, sans surprise. Il travaille pour une entreprise spécialisée dans l'importation de produits électroniques. Ses collègues le décrivent comme quelqu'un de sérieux, ponctuel, peu bavard. Pas d'amis très proches. Pas de conflit. Un homme effacé, presque transparent. Pourtant, à partir d'avril 1987, quelque chose change. Sophie remarque des absences brèves mais inexpliquées. Laurent rentre parfois tard le soir, sans véritable justification. Il reçoit des appels téléphoniques qu'il prend dans une autre pièce, à voix basse. Quand elle lui pose des questions, il répond de manière évasive. Des clients difficiles, un dossier compliqué. Sophie n'insiste pas. Elle ne soupçonne rien de grave, juste une période professionnelle un peu tendue. Mais les relevés bancaires, analysés plus tard par la police, montrent des retraits en liquide inhabituels. 300 francs ici, 500 francs là, toujours en espèces, jamais expliqués. Le samedi 9 mai, Laurent passe une journée ordinaire. Il déjeune avec sa femme et sa fille. L'après-midi, il bricole dans le garage. Vers 19 h, il reçoit un appel téléphonique. Sophie entend seulement quelques mots. D'accord. 22 h. Laurent raccroche, prend une douche, enfile son costume. Sophie s'étonne. « Tu sors un samedi soir ?» Il répond calmement. « Rendez-vous avec un client important. Je ne serai pas long. » Il prend son attaché-case, embrasse rapidement Émilie qui regarde la télévision, puis quitte l'appartement. Sophie entend la voiture démarrer. Elle ne s'inquiète pas. Laurent a déjà eu ce genre de rendez-vous tardif par le passé. Vers 1 h du matin, Sophie commence à trouver l'absence longue. Elle essaie d'appeler Laurent, pas de réponse. À 2 h, elle téléphone à la police. On lui dit d'attendre. À 3 h 30,
Un commissariat la recontacte. Une voiture correspondant à la description a été retrouvée stationnée rue de France, non loin du front de mer. Sophie se précipite sur place. La Peugeot est là, intacte, portière fermée, clé dans la poche de la veste posée sur le siège. Aucun signe de violence, aucun indice d'effraction. Mais Laurent a disparu. L'enquête démarre immédiatement. Les policiers inspectent la voiture, relèvent les empreintes, fouillent le coffre. Rien d'anormal. Aucune trace de sang, aucun objet suspect. Les premiers interrogatoires commencent. Où devait-il aller? Qui devait-il voir? Sophie ne sait pas. Laurent ne lui a donné aucun nom, aucune adresse. Les collègues de l'entreprise sont contactés. Aucun d'eux n'était au courant d'un rendez-vous prévu ce soir-là. Le lundi suivant, la direction confirme. Aucune réunion client n'était programmée. Laurent a menti, et Sophie commence à comprendre qu'elle ne connaissait peut-être pas aussi bien son mari qu'elle le croyait. Les premiers jours suivant la disparition de Laurent Moreau sont marqués par une confusion totale. La police de Nice lance une enquête de proximité. Les voisins sont interrogés. Personne n'a rien vu ni entendu d'inhabituel ce samedi soir. Laurent est parti seul en voiture, comme n'importe quel autre jour. Aucun témoin ne signale de comportement suspect dans les heures précédentes. Les enquêteurs vérifient les hôpitaux, les morgues, les commissariats environnants. Aucune trace. Aucun accident déclaré. Aucun corps non identifié correspondant au signalement. Laurent Moreau semble s'être volatilisé entre son domicile et la rue de France sans laisser le moindre indice tangible. Les relevés téléphoniques de la ligne fixe du domicile sont examinés. L'appel reçu par Laurent le soir de sa disparition provient d'un numéro prépayé, impossible à localiser précisément. Ce type de téléphone, courant à l'époque, ne permet aucune traçabilité fiable. La communication a duré moins de 2 minutes. Laurent a écouté, répondu brièvement, raccroché. Sophie ne se souvient d'aucun détail supplémentaire. Elle n'a pas entendu le contenu de la conversation. Elle a juste vu son mari partir peu après, sans nervosité apparente, sans stress visible. Juste un départ routinier, presque banal. Les enquêteurs fouillent l'appartement de Cimier. Ils cherchent des lettres, des documents, des indices cachés. Ils ne trouvent rien. Aucune correspondance suspecte. Aucun journal intime. Les placards sont ordonnés, les tiroirs bien rangés. Laurent menait une vie apparemment transparente. Les relevés bancaires montrent des retraits en liquide inhabituels depuis avril, mais rien d'alarmant. Pas de somme colossale. Juste des petits montants réguliers, jamais justifiés. Sophie ne sait pas à quoi servait cet argent. Laurent gérait seul les finances du couple. Elle lui faisait confiance. Elle n'a jamais posé de questions. Un premier témoin se présente spontanément au commissariat le mercredi suivant la disparition. Il s'agit d'un homme d'une 50aine d'années, promeneur régulier sur le front de mer. Il affirme avoir vu Laurent Moreau ce samedi soir, vers 23h, à proximité de la rue de France. Il dit l'avoir reconnu grâce à la photo diffusée dans le journal local. Selon lui, Laurent discutait avec une autre personne, près d'une voiture sombre. L'échange semblait calme, sans tension. Puis Laurent serait monté dans cette voiture qui aurait démarré en direction du port. Le témoin ne se souvient ni de la marque, ni de la plaque, ni du visage de l'autre personne, juste une silhouette floue dans la pénombre. Les enquêteurs prennent ce témoignage au sérieux. Ils demandent au témoin de revenir pour un entretien plus détaillé. Mais lors de ce second rendez-vous, l'homme change plusieurs éléments de son récit. La voiture n'était peut-être pas sombre, mais grise. L'heure n'était peut-être pas 23 heures, mais plutôt minuit. Et finalement, il n'est plus certain que l'homme aperçu était bien Laurent. La description devient vague, contradictoire, inutilisable. La police comprend rapidement qu'elle ne peut pas se fier à ce témoignage. L'homme a probablement voulu aider, mais sa mémoire a fabriqué des détails inexistants. C'est un phénomène courant dans les affaires de disparition. Les témoins sincères créent parfois des souvenirs inexacts. D'autres pistes sont explorées. L'hypothèse de l'enlèvement est envisagée. Mais aucune demande de rançon n'est formulée. Aucun contact avec la famille. Aucun signe de violence. Laurent n'avait pas d'ennemis connus. Il ne devait pas d'argent. Il ne trempait dans aucune affaire louche. L'hypothèse de la fugue volontaire est également étudiée. Mais là encore, rien ne colle. Laurent n'a emporté aucun vêtement, aucun objet personnel. Sa carte bancaire est restée chez lui, son passeport aussi. Impossible de partir loin sans papier, sans argent, sans préparation.
Et surtout, pourquoi laisser sa voiture en pleine rue, clé dans la poche, sans aucune explication? L'hypothèse du suicide est rapidement écartée. Aucun corps n'est retrouvé en mer, aucune lettre d'adieu, aucun signe de dépression. Laurent ne consultait pas de médecin, ne prenait aucun traitement. Ses collègues confirment qu'il semblait normal, équilibré, sans détresse apparente. Sa fille Émilie ne se souvient d'aucun changement d'humeur, Sophie non plus. Juste ses absences récentes, ses appels discrets, ses retraits en liquide. Des anomalies mineures, insuffisantes pour expliquer un acte désespéré. Les enquêteurs sont bloqués. Aucune piste solide, aucune direction claire. L'affaire Laurent Moreau devient un mystère sans clé. Les semaines passent. Les interrogatoires se multiplient. La police interroge les collègues de l'entreprise, les clients de Laurent, les commerçants du quartier. Personne ne sait rien. Personne n'a remarqué quoi que ce soit d'inhabituel. Laurent était un homme effacé, discret, presque invisible. Il ne se confiait à personne. Il ne parlait jamais de sa vie privée. Même ses collègues les plus proches le connaissaient à peine. Un homme fantôme qui traversait la vie sans laisser de traces. Et cette discrétion, cette transparence, rendent l'enquête encore plus difficile. Impossible de reconstituer ses derniers jours. Impossible de savoir où il allait, qui il voyait, ce qu'il faisait vraiment. En juillet 1987, l'enquête piétine. Les médias locaux relaient l'affaire. Des avis de recherche sont affichés dans toute la région. La photo de Laurent circule, mais aucun appel utile ne parvient aux enquêteurs. Juste des signalements erronés, des confusions, des fausses pistes. Sophie Moreau vit un cauchemar éveillé. Elle ne comprend pas ce qui s'est passé. Elle ne sait pas si son mari est vivant ou mort. Elle ne sait pas s'il l'a quitté volontairement ou s'il a été victime d'un crime. Elle reste enfermée dans l'incertitude, incapable de faire le deuil, incapable de tourner la page. Émilie, 8 ans, pose des questions auxquelles personne ne peut répondre. Où est papa? Quand va-t-il revenir? Sophie ment. Elle invente des réponses rassurantes, mais elle sait que la vérité tarde trop à venir. En septembre 1987, l'affaire Laurent Moreau quitte progressivement les journaux. D'autres faits divers occupent l'attention. D'autres drames remplacent celui-ci. La police continue officiellement l'enquête, mais les ressources diminuent. Les interrogatoires s'espacent. Les vérifications se raréfient. Les enquêteurs n'ont plus de pistes concrètes à suivre. Ils attendent un élément nouveau, un témoignage décisif, une preuve matérielle. Mais rien ne vient. Le dossier Laurent Moreau devient un dossier froid, rangé dans les archives, consulté de moins en moins souvent. Sophie Moreau appelle régulièrement le commissariat. On lui répond toujours la même chose. Nous restons mobilisés. Nous vous tiendrons informés. Mais au fil des mois, elle comprend que personne ne cherche plus vraiment. En 1990, le dossier est officiellement classé sans suite. 3 ans après la disparition, aucun nouvel élément n'est apparu. Aucun corps retrouvé. Aucune preuve de vie. La justice considère qu'il n'y a plus rien à faire. Sophie reçoit une lettre administrative l'informant de cette décision. Elle la lit, la relit, puis la range dans un tiroir. Elle ne pleure pas. Elle n'a plus de larmes. Juste une colère sourde, impuissante, qui ne s'éteindra jamais. Émilie, désormais adolescente, commence à reconstruire sa vie sans son père. Elle n'a plus de souvenirs précis de lui, juste des fragments, des impressions floues, une silhouette qui s'efface. Sophie ne refait jamais sa vie. Elle ne cherche pas à rencontrer quelqu'un d'autre. Elle reste fidèle à Laurent, même disparu, même probablement mort. Elle conserve ses affaires dans un placard, ses costumes, ses chaussures, son attaché-case. Elle garde son alliance à son doigt. Elle refuse de vendre l'appartement de Simiez. Tout reste figé, comme si Laurent pouvait revenir un jour. Mais les années passent, et l'espoir s'amenuise. Sophie vieillit seule. Elle continue d'enseigner, de voir ses élèves, de mener une vie en apparence normale. Mais à l'intérieur, elle reste brisée. Elle ne comprend toujours pas ce qui s'est passé ce soir de mai 1987. Elle ne comprend pas pourquoi Laurent a menti. Elle ne comprend pas où il est allé. Elle ne comprend pas pourquoi il n'est jamais revenu. Émilie quitte Nice en 1995 pour poursuivre des études à Paris. Elle ne reviendra que rarement. Elle fuit les souvenirs, les non-dits, les questions sans réponse. Elle refuse de parler de son père. Elle évite le sujet avec ses amis, ses compagnons, ses collègues. Elle construit sa vie ailleurs, loin de cette ombre qui pèse sur son enfance.
Elle change même de nom après son mariage. Elle veut tourner la page, oublier, avancer. Mais la disparition de Laurent reste une blessure ouverte, même enfouie, même ignorée. Une absence qui ne cicatrise jamais vraiment. Les décennies s'écoulent. Les années 90, puis 2000, puis 2010. Nice change. Les immeubles se modernisent. Les rues se transforment. Les témoins vieillissent, disparaissent. Les enquêteurs qui ont travaillé sur l'affaire prennent leur retraite. Le dossier Laurent Moreau tombe dans l'oubli. Personne ne parle plus de lui. Personne ne cherche plus. Sophie continue d'appeler le commissariat une fois par an, à chaque anniversaire de la disparition. On lui répond poliment mais sans espoir. « Nous n'avons rien de nouveau, madame, nous sommes désolés. » Elle raccroche, résignée. Elle sait qu'elle ne saura probablement jamais. Elle sait qu'elle mourra sans réponse. En 2010, Sophie prend sa retraite. Elle vit seule dans l'appartement de Cimier, entourée des fantômes du passé. Elle ne sort presque plus. Elle regarde la télévision, lit des livres, attend. Émilie lui rend visite 2 ou 3 fois par an. Les conversations sont brèves, superficielles. Elles parlent de tout sauf de Laurent. Elles évitent le sujet par peur de rouvrir la plaie. Mais le silence est parfois plus lourd que les mots. Sophie aimerait parler, se confier, dire ce qu'elle ressent. Mais Émilie ne veut pas entendre. Elle a fait le deuil à sa manière. Elle a décidé que son père était mort quelque part, dans des circonstances inconnues. Elle a choisi de croire cela pour pouvoir continuer. En 2015, le dossier Laurent Moreau est numérisé dans le cadre d'une modernisation des archives de la police niçoise. Des milliers d'affaires anciennes sont scannées, classées, indexées. Un jeune enquêteur tombe sur ce dossier par hasard. Il le feuillette rapidement. Il trouve l'histoire étrange, intrigante, mais sans perspective de résolution. Trop de temps a passé. Trop de témoins ont disparu. Trop d'indices se sont effacés. Il referme le fichier numérique et passe à un autre dossier. L'affaire Laurent Moreau reste une énigme froide, définitivement enterrée. Du moins, c'est ce que tout le monde croit. Car en janvier 2015, quelque chose se produit. Quelque chose qui va tout changer. Un chantier de rénovation débute dans un ancien hôtel de Nice, situé non loin du centre-ville. L'établissement, fermé depuis plusieurs années, va être transformé en résidence de luxe. Les ouvriers démolissent les cloisons, arrachent les vieux tuyaux, ouvrent les gaines techniques. Et dans l'une de ces gaines, coincée entre 2 plaques de plâtre, un objet est découvert. Un petit rectangle en plastique jauni par le temps, un badge magnétique, le genre de badge que les hôtels utilisaient dans les années 80 pour ouvrir les chambres. Sur le badge, un nom est inscrit en lettres à moitié effacées, Laurent M. Le contremaître du chantier ne prête d'abord aucune attention à ce badge. Il pense que c'est un déchet oublié, un vestige sans importance. Il le pose sur une table avec d'autres objets retrouvés, des clés rouillées, des pièces de monnaie, des vieux journaux. Mais l'un des ouvriers, plus âgé, observe le badge de plus près. Il remarque la date imprimée au dos, mai 1987. Il se souvient vaguement d'une affaire de disparition dans les années 80. Un homme qui n'était jamais revenu chez lui. Une affaire jamais résolue. Il hésite puis décide de signaler la trouvaille à la police. Par acquis de conscience. Sans trop y croire. Juste au cas où. Le badge magnétique arrive au commissariat de Nice dans une enveloppe en papier Kraft. Un policier le sort, l'examine, le photographie. Il tape le nom dans la base de données. Laurent M. Plusieurs résultats apparaissent, mais l'un d'eux attire immédiatement l'attention. Laurent Moreau, disparu en mai 1987, dossier classé. Le policier ouvre le fichier numérisé. Il lit les premières lignes. Il compare les dates. Le badge a été émis le 9 mai 1987, le jour exact de la disparition. Ce n'est plus une coïncidence. C'est une piste concrète, matérielle, inespérée. Après 28 ans de silence, un objet vient enfin parler. L'enquête est rouverte discrètement. Un jeune inspecteur, Julien Faure, est chargé du dossier. Il lit attentivement tous les rapports de 1987. Il note les contradictions, les zones d'ombre, les questions restées sans réponse. Puis, il se rend sur place, à l'ancien hôtel en rénovation. L'établissement s'appelait autrefois l'Hôtel Méditerranée. Un 3 étoiles modeste, fréquenté par une clientèle de passage. Chambre fonctionnelle, accueil discret, tarifs raisonnables. Rien de luxueux mais correct. L'hôtel a fermé en 2008, faute de rentabilité. Depuis, il est resté vide, abandonné, en attente d'un repreneur. Le chantier actuel,
vise à le transformer complètement. Julien Faure interroge les anciens propriétaires. Ils ne se souviennent de rien. Trop de clients sont passés dans cet hôtel entre 1980 et 2008. Impossible de se rappeler un nom précis, surtout 28 ans plus tard. Les registres de l'époque ont été détruits. Aucune archive papier n'a été conservée. Mais Julien insiste. Il demande si des documents numériques existent. Les anciens propriétaires fouillent leurs vieux disquettes, leurs CD-ROM poussiéreux. Et finalement, ils retrouvent quelque chose. Un fichier Excel datant de 1987, contenant les réservations du mois de mai. Un fichier sauvegardé par hasard, oublié depuis des décennies. Julien ouvre le fichier. Il cherche le nom Laurent Moreau. Il ne le trouve pas. Mais il trouve autre chose. Plusieurs réservations payées en liquide, sans nom complet. Juste des initiales. LM. Les dates correspondent. Mars 1987, une réservation de 2 nuits, chambre 214. Avril 1987, une réservation d'une nuit, chambre 318. Mai 1987, une réservation pour le samedi 9, chambre 405. Cette dernière réservation est celle qui correspond à la date de disparition. Julien note les numéros de chambre. Il retourne sur le chantier. Il demande aux ouvriers de lui montrer où se trouvait la chambre 405. La chambre 405 n'existe plus. Les cloisons ont été abattues. L'étage a été entièrement restructuré. Mais les plans d'origine sont conservés. Julien les étudie. La chambre 405 était située au 4e étage, côté cour intérieure. Une chambre double, avec salle de bain sans balcon. Rien de particulier. Mais en examinant les plans, Julien remarque un détail étrange. Entre la chambre 405 et la chambre voisine, il y a un espace vide, un espace non déclaré, non indiqué sur les plans officiels. Une sorte de gaine technique, inaccessible au public. C'est précisément dans cet espace que le badge a été retrouvé. Julien demande aux ouvriers de rouvrir cette gaine. Il démonte les plaques de plâtre restantes. L'espace est étroit, sombre, poussiéreux. Des tuyaux rouillés courent le long des murs. Des câbles électriques pendent dans le vide. Et au fond, dans un recoin, quelque chose attire l'attention. Un objet enroulé dans un vieux sac en plastique. Julien enfile des gants. Il s'approche. Il saisit l'objet. Il le déplie lentement. C'est une veste d'homme, en laine sombre taillée dans un style années 80. Dans la poche intérieure, il trouve un portefeuille. À l'intérieur du portefeuille, une carte d'identité. Le visage sur la photo est celui de Laurent Moreau. La découverte provoque un choc. Julien Faure appelle immédiatement ses supérieurs. Une équipe de la police scientifique est dépêchée sur place. La gaine technique est entièrement fouillée. D'autres objets sont retrouvés. Une montre-bracelet, une ceinture en cuir, des chaussures. Tous ces objets appartenaient visiblement à Laurent Moreau. Mais aucun corps n'est découvert. Juste des vêtements, des accessoires, des effets personnels. Comme si Laurent s'était déshabillé dans cet espace confiné, puis avait disparu. Mais comment? Pourquoi? Et surtout, où est-il passé? Les analyses commencent. Les vêtements sont examinés en laboratoire. Aucune trace de sang, aucune trace de violence. Juste de la poussière, de la moisissure, des traces d'humidité. Les objets sont restés enfouis pendant 28 ans, dans un espace fermé, à l'abri de l'air et de la lumière. Ils sont dans un état de conservation surprenant. Le portefeuille contient encore de l'argent liquide, 5 billets de 100 francs. La carte bancaire de Laurent est également présente. Visiblement, il n'a pas été victime d'un vol. Quelqu'un a simplement caché ses affaires, volontairement, méthodiquement, dans un endroit inaccessible. Julien Faure reconstitue les faits. Laurent Moreau arrive à l'hôtel Méditerranée le samedi 9 mai 1987, vers 22h30. Il a réservé la chambre 405 sous ses initiales en payant comptant. Il monte dans la chambre. Il utilise son badge pour ouvrir la porte. Puis, à un moment donné, il se retrouve dans cette gaine technique. Soit il y est entré volontairement, soit quelqu'un l'y a poussé. Ses vêtements sont retirés, cachés. Mais lui, où est-il? A-t-il quitté l'hôtel nu? A-t-il été tué sur place? Son corps dissimulé ailleurs? Les hypothèses se multiplient, mais aucune ne tient vraiment. Les archives de l'hôtel révèlent un autre détail crucial. Le samedi 9 mai, la chambre 405 avait été réservée pour 2 personnes. Pas une, mais 2. Le registre indique un couple sans autre précision. Qui était la seconde personne?
Julien cherche dans les fichiers, mais aucun nom n'apparaît clairement. Juste des initiales floues, CD. Impossible de savoir qui se cache derrière ces lettres. Une maîtresse? Une complice? Une victime? Les enquêteurs interrogent à nouveau Sophie Moreau. Elle confirme que Laurent ne lui a jamais parlé d'une quelconque relation extra-conjugale. Elle ne connaît personne. Avec les initiales CD, elle tombe des nues. Après 28 ans d'attente, elle découvre que son mari menait une double vie. Les révélations s'enchaînent. Julien Faure épluche méthodiquement les relevés bancaires de Laurent Moreau, conservés dans les archives. Entre janvier et mai 1987, une quinzaine de retraits en liquide ont été effectués. Toujours des sommes modestes, entre 200 et 500 francs. Toujours dans des distributeurs situés près du centre-ville de Nice. Jamais dans le quartier de Cimiez, où vivait Laurent. Comme s'il cherchait à brouiller les pistes, à éviter d'être repéré. Ces retraits correspondent exactement aux dates des réservations à l'hôtel Méditerranée. Mars, avril, puis mai. Un schéma régulier, discret, calculé. Laurent organisait ses rendez-vous depuis plusieurs mois. Julien interroge à nouveau les anciens employés de l'hôtel. La plupart ont pris leur retraite ou quitté la région. Mais l'un d'eux, Bernard Dubois, 70 ans, accepte de témoigner. Il travaillait comme réceptionniste à l'hôtel Méditerranée entre 1985 et 1995. Il se souvient vaguement d'un client régulier qui payait toujours en espèces. Un homme discret, bien habillé, qui ne traînait jamais dans le hall. Il arrivait tard le soir, montait directement dans sa chambre, repartait tôt le matin. Bernard ne se rappelle pas son visage avec précision, mais il se souvient d'un détail. Cet homme n'était jamais seul. Il était toujours accompagné d'une femme. Julien montre à Bernard une photo de Laurent Moreau datant de 1987. Bernard hésite, plisse les yeux, puis finit par hocher la tête. « Oui, ça pourrait être lui, mais je ne suis pas certain, ça fait trop longtemps. » Julien insiste. « Et la femme qui l'accompagnait, vous vous souvenez d'elle ?» Bernard réfléchit longuement. « Brune, je crois, assez jeune, pas très grande. Elle portait souvent des lunettes de soleil, même le soir. Elle ne parlait jamais. C'était toujours lui qui réglait, qui donnait les informations. Elle restait en retrait, comme si elle voulait se cacher. Julien note tout. Mais sans nom, sans photo, cette description reste trop floue pour identifier la mystérieuse CD. Les enquêteurs fouillent dans l'entourage professionnel de Laurent. Ils interrogent à nouveau ses anciens collègues. L'un d'eux, Michel Martin, se souvient d'une chose. En mars 1987, Laurent avait commencé à recevoir des appels personnels au bureau. Des appels brefs qu'il prenait dans une salle vide. Un jour, Michel était entré par erreur dans cette salle alors que Laurent parlait au téléphone. Laurent avait immédiatement raccroché, visiblement gêné. Michel n'avait pas insisté. Il pensait que c'était une affaire privée, peut-être un problème familial. Mais maintenant, en y repensant, il se dit que ces appels pouvaient venir de cette femme mystérieuse. Julien demande si l'entreprise a conservé des archives téléphoniques de 1987. La réponse est négative. Tout a été détruit depuis longtemps. Impossible de retrouver les numéros appelants. Impossible de remonter la piste. Julien change de stratégie. Il décide de rechercher dans les registres municipaux toutes les femmes portant les initiales CD vivant à Nice ou dans les environs en 1987. La liste est longue. Des centaines de noms. Christine Dubois, Catherine Dumas, Céline Dupont, Chantal Durand. Trop de possibilités, trop de pistes à vérifier. Et surtout, rien ne garantit que CD était bien le vrai nom de cette femme. Elle a très bien pu donner un faux prénom à l'hôtel. Les semaines passent. L'enquête avance lentement. Julien interroge plusieurs femmes correspondant aux initiales CD. Aucune ne reconnaît Laurent Moreau. Aucune n'admet avoir eu une liaison avec lui. Certaines ont quitté Nice depuis longtemps, d'autres sont décédées. D'autres encore refusent de répondre. Julien se heurte à un mur. 28 ans après les faits, les souvenirs se sont effacés. Les témoins ont disparu. Les preuves se sont volatilisées. Seul le badge et les vêtements retrouvés dans la gaine technique témoignent encore de ce qui s'est passé cette nuit-là. Julien décide de se concentrer sur la gaine technique elle-même. Il fait venir un expert en bâtiment pour analyser la structure. L'expert examine les lieux, prend des mesures, étudie les plans. Il conclut que cet espace était accessible depuis la chambre 405 par une petite trappe dissimulée derrière une armoire.
Une trappe qui permettait autrefois aux employés de l'hôtel d'accéder aux tuyaux et aux câbles en cas de problème technique. Mais cette trappe n'était pas indiquée dans les chambres. Seul le personnel de maintenance la connaissait. Comment Laurent aurait-il pu savoir qu'elle existait? Quelqu'un a dû le lui montrer, quelqu'un qui connaissait bien l'hôtel. Julien interroge à nouveau Bernard Dubois, l'ancien réceptionniste. Est-ce que des employés de l'hôtel auraient pu aider un client à accéder à ces gaines techniques? Bernard hésite. Pas officiellement, non. Mais certains employés faisaient des arrangements. Vous comprenez? Pour des couples qui voulaient de la discrétion, qui ne voulaient pas être vus. Parfois, on leur montrait des passages secrets, des escaliers de service. C'était toléré, tant que ça ne causait pas de problème. Julien comprend. L'hôtel Méditerranée n'était pas seulement un hôtel de passage, c'était aussi un lieu de rendez-vous clandestin, d'adultère discret, de liaison cachée. Cette découverte ouvre une nouvelle hypothèse. Et si Laurent et sa maîtresse avaient utilisé cette gaine technique pour se retrouver sans être vus? Et si quelque chose avait mal tourné cette nuit-là? Un accident, une dispute, une chute? La gaine était étroite, encombrée de tuyaux et de câbles, facile de trébucher, de glisser, de se blesser. Julien fait inspecter minutieusement l'espace par la police scientifique. Des analyses ADN sont effectuées sur les vêtements retrouvés. Elles confirment qu'il s'agit bien de ceux de Laurent Moreau. Mais aucune trace de sang n'est détectée, aucune trace de lutte, juste des vêtements pliés, rangés, cachés délibérément. Julien reconstitue mentalement la scène. Laurent arrive à l'hôtel avec CD. Il monte dans la chambre 405. Peut-être qu'il se déshabille, peut-être qu'ils se préparent à passer la nuit ensemble. Puis quelque chose se produit. Une dispute, une révélation, un danger inattendu. Laurent retire ses vêtements, ou quelqu'un les lui retire. Ils sont cachés dans la gaine technique. Mais où est passé Laurent lui-même? A-t-il quitté l'hôtel nu, en pleine nuit, sans être vu? Impossible. Les employés de nuit l'auraient remarqué. A-t-il été tué sur place, son corps évacué discrètement? Mais comment? Et par qui? En mars 2015, Julien Faure obtient l'autorisation de faire creuser sous l'ancien emplacement de la chambre 405. L'hypothèse d'un corps dissimulé dans les fondations de l'hôtel est prise au sérieux. Une équipe de fouilles est mobilisée. Pendant 2 semaines, les ouvriers creusent, sondent, analysent le sol. Ils ne trouvent rien. Aucun ossement, aucune trace humaine. Juste des gravats, des câbles électriques enterrés, des tuyaux anciens. Laurent Moreau n'a pas été enterré ici. Son corps est ailleurs. Ou peut-être n'a-t-il jamais été tué. Peut-être a-t-il survécu à cette nuit, mais a choisi de disparaître volontairement pour des raisons que personne ne comprend. Julien décide d'interroger Sophie Moreau une dernière fois. Elle a maintenant 79 ans. Elle vit toujours seule dans l'appartement de Simiez. Julien se rend chez elle. Elle l'accueille calmement, sans surprise. Elle sait déjà ce qu'il va lui dire. Les médias ont relayé la découverte du badge et des vêtements. Sophie a tout lu, tout entendu. Elle n'est plus choquée, juste résignée. Julien lui explique les résultats de l'enquête. Il lui parle de la double vie de Laurent, de l'hôtel, de la femme mystérieuse. Sophie écoute sans interrompre. Puis elle dit simplement « Je savais qu'il mentait, je le sentais, mais je ne voulais pas savoir. » Julien lui demande si elle a des souvenirs, des détails qui pourraient aider à identifier CD. Sophie réfléchit longuement. Puis elle se souvient d'une chose. En avril 1987, quelques semaines avant la disparition, elle avait trouvé un bout de papier dans la poche de la veste de Laurent. Un papier sur lequel était griffonné un prénom, Céline. Elle n'y avait pas prêté attention sur le moment. Elle pensait que c'était le prénom d'une cliente ou d'une collègue. Mais maintenant, en y repensant, elle se dit que ce prénom pouvait être celui de la maîtresse. Céline décédée, ça colle. Julien note le prénom. Il retourne au commissariat. Il refait une recherche dans les registres. Céline Duval, 28 ans en 1987, employée dans un cabinet d'avocats à Nice, divorcée, sans enfant. Adresse, rue Pastorelli, à quelques rues de l'hôtel Méditerranée. Julien vérifie son parcours. Céline Duval a quitté Nice en 1988, 1 an après la disparition de Laurent. Elle s'est installée à Lyon, puis à Paris. Elle a changé de métier, travaillé dans l'édition. Elle a décédé en 2012 d'un cancer. Aucun proche n'est mentionné dans les registres. Pas de conjoint, pas de famille.
Céline Duval a vécu seule, discrètement, jusqu'à sa mort. Julien essaie de retrouver des traces de la vie de Céline. Il contacte son ancien employeur, le cabinet d'avocats. L'entreprise existe toujours, mais personne ne se souvient d'elle. Les archives RH de 1987 ont été détruites. Julien contacte ses anciens voisins rue Pastorelli. Là encore, personne ne se souvient précisément d'elle. Juste une femme discrète, solitaire, qui sortait peu. Julien fouille dans les archives bancaires. Céline avait un compte à la Banque Populaire. Les relevés de 1987 montrent des retraits réguliers, mais rien d'anormal. Pas de mouvement suspect après le 9 mai. Juste une vie ordinaire, sans histoire. Julien est bloqué. Céline Duval est morte. Impossible de l'interroger. Impossible de savoir ce qui s'est passé cette nuit-là. Impossible de comprendre pourquoi Laurent a disparu. Les seules personnes qui connaissent la vérité sont Laurent lui-même, probablement mort, et Céline décédée depuis 3 ans. Le mystère reste entier. Julien rédige son rapport final. Il conclut que Laurent Moreau a vraisemblablement été victime d'un accident ou d'une altercation dans la chambre 405 de l'hôtel Méditerranée le 9 mai 1987. Que son corps a été dissimulé par Céline Duval, probablement paniquée, dans un endroit inconnu, et que ses vêtements ont été cachés dans la gaine technique pour brouiller les pistes. Mais cette conclusion reste hypothétique. Aucune preuve matérielle ne vient la confirmer. Aucun témoin ne peut la valider. Juste des indices, des suppositions, des reconstitutions approximatives. Julien sait que l'affaire ne sera jamais vraiment résolue, que Sophie Moreau ne saura jamais exactement ce qui est arrivé à son mari, que la vérité restera enfouie quelque part dans les décombres du temps. Il classe le dossier une seconde fois. Mais cette fois, avec une certitude, Laurent Moreau n'a pas choisi de disparaître. Il a été victime de quelque chose qui a échappé au contrôle de tous. En avril 2015, Julien se rend une dernière fois chez Sophie Moreau. Il lui remet une enveloppe contenant les effets personnels de Laurent retrouvés dans la gaine technique, le portefeuille, la montre, la carte d'identité. Sophie ouvre l'enveloppe lentement. Elle regarde chaque objet, les caresse du bout des doigts, puis les range dans une boîte. Elle ne pleure pas. Elle remercie Julien d'un signe de tête. Puis elle lui dit, d'une voix calme, « Il n'était pas là où il disait être. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. » Julien hoche la tête. Il quitte l'appartement, il referme la porte derrière lui. Il sait qu'il ne reviendra pas. Sophie Moreau meurt en décembre 2016, à l'âge de 80 ans. Elle est enterrée au cimetière de Cimier, à quelques centaines de mètres de l'appartement où elle a vécu toute sa vie. Sa fille Émilie assiste seule aux funérailles. Elle ne pleure pas non plus, juste une fatigue immense accumulée depuis 29 ans. Après la cérémonie, elle retourne à Paris. Elle vide l'appartement de sa mère. Elle donne les meubles, les vêtements, les livres. Elle garde seulement une photo de son père, prise en 1985, avant que tout ne bascule. Sur cette photo, Laurent sourit. Il porte un costume clair, une cravate sobre. Il a l'air heureux, insouciant, normal. Émilie glisse la photo dans son sac, puis elle ferme la porte de l'appartement une dernière fois. L'hôtel Méditerranée est entièrement démoli en 2017. À sa place, un immeuble moderne est construit, des appartements de standing avec vue sur la mer. Personne ne sait ce qui s'est passé ici, 30 ans plus tôt. Personne ne sait qu'un homme a disparu entre ces murs, laissant derrière lui une famille brisée et un mystère insoluble. La vie continue. Nice change. Les décennies passent. Mais quelque part, dans les archives de la police, le dossier Laurent Moreau reste ouvert. Classé mais jamais vraiment fermé. Parce que certaines disparitions ne trouvent jamais de réponse. Parce que certaines vérités restent enfouies pour toujours. L'affaire Laurent Moreau illustre une réalité glaçante. Certaines disparitions ne se résolvent jamais complètement. Même lorsque des indices refont surface, même lorsque des preuves sont retrouvées, la vérité reste fragmentaire, incomplète, frustrante. Laurent a menti à sa femme. Il menait une double vie. Il retrouvait régulièrement une femme dans un hôtel discret. Et une nuit, quelque chose a mal tourné. Peut-être un accident. Peut-être une dispute fatale. Peut-être un geste irréparable. Personne ne le saura jamais avec certitude. Le badge retrouvé en 2015, 28 ans après les faits, a permis de lever une partie du voile. Mais pas tout. Sophie Moreau a vécu presque 3 décennies dans l'attente et l'incompréhension. Elle a fini par obtenir une réponse,
Mais cette réponse n'a fait qu'ajouter de la douleur à son deuil. Savoir que son mari la trompait, qu'il lui mentait, qu'il menait une existence parallèle n'a pas apporté de soulagement, juste une amertume supplémentaire. Émilie, elle, a grandi avec un père absent, une mère brisée et des questions sans fin. Elle a choisi de tourner la page, de construire sa vie ailleurs, loin de cette ombre pesante. Mais la blessure reste invisible, indélébile. Aujourd'hui, l'histoire de Laurent Moreau fait partie de ces affaires froides qui hantent les archives judiciaires. Un nom sur une liste, un dossier numérisé, un mystère parmi tant d'autres. Mais derrière ce dossier, il y a des vies détruites, des années perdues, des vérités jamais dites. Et c'est cela, au fond, qui rend ces disparitions si troublantes. Elles ne disparaissent pas seulement des personnes, elles effacent aussi des certitudes, des repères, des histoires. Elle a laissé derrière elle des trous béants, que le temps ne comble jamais vraiment. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour laisser un commentaire, partager vos réflexions et soutenir cette chaîne en vous abonnant. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.